Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Parlons Vrai chez Bourdin, c'est tous les matins entre 10h30 et midi et demi. 2 heures d'actu, des invités, des analyses, des explications, des témoignages bien sûr. Les vôtres avant tout au 0826 300 300. De quoi allons-nous parler ce matin? De l'Ocean Viking. Vous savez que c'est le dernier bateau transportant des réfugiés à ne pas avoir eu l'autorisation d'entrer dans un port italien. Il navigue actuellement au large des côtes occidentales de la Sicile. Il est en direction de la Sardaigne et de la Corse. À bord, 234 migrants rescapés depuis 18 jours. SOS Méditerranée, l'association qui a affrété l'Ocean Viking, battant sous pavillon norvégien, demande à la France d'assigner un port sûr à son navire. Alors, je vous pose la question, la France doit-elle accueillir ce bateau? 0826 300 300. Les autorités françaises n'ont rien dit pour l'instant. En direct avec nous, dans un instant, Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les midterms, d'autres sujets qui vous font réagir. Les midterms, c'est des élections de mi-mandat aux États-Unis. Les résultats sont très serrés, beaucoup plus que prévu. Donald Trump appelle à la contestation des résultats. Nous parlerons aussi des grèves demain à la RATP, cette ligne de métro fermée demain. Forte perturbation dans les RER A et B. Autre sujet, 20% des étudiants, infirmiers et infirmières abandonnent leurs études. Mais pourquoi? Le président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers sera avec nous à 10h45. Coupe du monde de foot au Qatar. Didier Deschamps donne sa liste ce soir à 20h. Qui aimeriez-vous voir dans la liste? La regarderez-vous cette Coupe du Monde? Allez-y, là encore, vous réagissez. 0826 300 300. Et puis, entre 11h et 12h, notre débat sur l'actualité entre 3 députés. Vous savez que nous sommes une annexe de l'Assemblée nationale, un petit peu, parce que tous les jeudis, nous avons ce débat avec des députés. Débat habituellement le jeudi, mais demain, entre 11h et 12h, je recevrai Michel-Édouard Leclerc qui annonce que l'inflation sera supérieure à 10% dès le début de l'année 2023. Les prix en rayon, le carburant, les négociations commerciales, de nombreux autres sujets que nous aborderons avec lui. Et vous pourrez dialoguer avec lui, l'interroger au 0826 300 300. 11h, 12h demain, Michel-Édouard Leclerc. Mais commençons tout de suite avec l'Ocean Viking, ce bateau qui transporte, qui a recueilli 234 migrants, l'Ocean Viking, le navire d'SOS Méditerranée qui se trouve toujours dans les eaux territoriales italiennes au large de la Sicile. On fait le point avec vous, Félix Mathieu. Oui, il est encore au large de la côte ouest de la Sicile, mais il se dirige vers la Sardaigne et la Corse. SOS Méditerranée demande aux autorités françaises d'assigner un port sûr à ce navire. Selon l'ONG, il devrait arriver demain dans les eaux internationales au large de la Corse. Le porte-parole du gouvernement français, en tout cas Olivier Véran, juge inacceptable le refus italien de le laisser accoster. La première ministre Giorgia Meloni remerciant même la France de bien vouloir le faire. À son bord, en tout cas, ces 234 migrants rescapés, bloqués dedans depuis 19 jours tout de même. SOS Méditerranée dit craindre des morts vu la situation à bord. En tout cas, dimanche, l'Italie a laissé accoster 2 autres navires humanitaires en Sicile. 144 personnes dans l'un, essentiellement des femmes et des mineurs, mais aussi 35 migrants hommes dont les autorités italiennes ne veulent pas. Dans l'autre, l'Italie a autorisé 357 personnes à débarquer, dont des enfants, tout en refusant par ailleurs 215 autres personnes. Bien, nous sommes en direct avec Renaud Muselier, qui est le président de la région Sud. Renaud Muselier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Renaud Muselier. La France doit-elle accueillir ce navire ? D'abord, il y a les règles internationales. Donc, dans ces règles internationales, pour l'instant, il y a un débat assez vif entre les Français et les Italiens. Oui. Donc, on va voir comment on sort de cette histoire imbroglio juridique avec le droit international maritime, plus le droit européen, plus les relations bilatérales. À partir de ce moment-là, de toute façon, il y a déjà une proposition qui a été faite de monsieur, alors je ne sais pas ce que va dire monsieur Darmanin ou monsieur le président de la République, et c'est quand même eux qui décident. Dans un deuxième temps, il y a les autorités locales. Dans les autorités locales, vous avez la Corse avec sous l'autorité de son président, M. Simeoni, qui a dit que les unitaires d'accueil
et que donc il pouvait éventuellement, potentiellement, dans un laps de temps non défini, ouvrir ses ports aux bateaux concernés. Mais je ne sais pas si c'est pour une opération ou plusieurs opérations, ce n'est pas clairement défini. On parle de Marseille, mais je n'ai pas la position du maire de Marseille là-dessus, sachant que Marseille a une culture d'accueil quand même au fil des siècles, que ça soit sur la totalité du bassin méditerranéen, que ce soit pour les Arméniens, que ce soit pour le retour d'Afrique du Nord. Mais je ne connais pas la position du maire de Marseille. Bien, et la vôtre, Renaud Muselier? Moi, je suis toujours choqué qu'on puisse se noyer d'un côté et se baigner de l'autre, qu'il y a un volet humanitaire absolument indispensable, et le médecin qui parle en est parfaitement conscient, et c'est ma première casquette qui a formulé et consacré toute ma vie. En même temps, il faut respecter les règles internationales. Oui. Et là, je crois qu'il y a un jeu de rôle qui est très particulier et on peut... Oui, mais Renaud Muselier, SOS Méditerranée, l'association qui a affrété le bateau, demande à la France d'assigner un port sûr à son navire. Vous êtes prêt à ouvrir, enfin, c'est pas vous qui ouvrez directement, mais vous pensez qu'il faut que l'un des ports de votre région soit ouvert à ce bateau? Dans les ports de la région, vous n'avez que le grand port maritime. Le grand port maritime, il dépend de la ville de Marseille et surtout de l'État, et c'est un port de la ville de l'État. Oui, c'est encore l'État qui décide. Vous avez une opinion? Moi, je déteste voir les gens souffrir et mourir. Mais en même temps, j'aimerais bien qu'on respecte la loi. Donc, il faut quand même qu'on respecte les règles internationales. Et là, chacun s'assoit sur les règles internationales. Si l'État vous dit, OK pour ouvrir le port de Marseille, vous êtes favorable? Si l'État dit OK pour Marseille, que la décision est d'accueillir sur le port de Marseille, il faut d'abord que le maire de Marseille soit d'accord. Oui. Parce que ça dépend quand même de lui, et mettre en place le dispositif pour accueillir. Mais à partir du moment où c'est conforme aux règles internationales, j'accueillerai ces pauvres gens qui ne doivent pas se noyer sur le bassin méditerranéen. Oui, on ne peut pas laisser ce bateau errer comme cela en Méditerranée. C'est pas possible. Ah oui. C'est une question de dignité, quoi. C'est une question de dignité. Bien, Renaud Muselier, j'ai d'autres questions à vous poser. Vous êtes le président de la région, on parle beaucoup de football dans la région. Le Qatar, vous regarderez la Coupe du Monde? On connaîtra la liste de Didier Deschamps ce soir. Est-ce que vous regarderez la Coupe du Monde? Je regarderai la Coupe du Monde comme tous ceux qui aiment le foot. Oui. Je veux dire, la Coupe du Monde, où qu'elle soit, passionne la totalité des amateurs du foot du monde entier. Le monde entier se bat pays par pays pour arriver à avoir un droit à son ticket pour jouer à la Coupe du Monde, et le monde entier suivra son équipe. Et comme l'équipe de France est plutôt bien passée, bien sûr, je soutiendrai l'équipe de France. Autre question à propos de la Méditerranée. Je vois que vous avez débloqué 1 milliard, des fonds à hauteur de 1 milliard d'euros pourquoi? Pour la rendre plus propre, Renaud Muselier? Le bassin méditerranéen est un vaste mer, mais qui est en tout cas un petit lac au niveau mondial. Mais il y a 20% du trafic mondial qui passe par le bassin méditerranéen, oui, par le transport de marchandises. Nous avons, dans le cadre de la COP27, ici, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, organisé la mise en place d'un fonds, oui, qui est amorcé par l'Agence française de développement avec la demande du président de la République, qui doit capitaliser sur les différents fonds internationaux que je suis allé essayer de mobiliser à Sharm el-Sheikh, je rentre à l'instant, pour mettre à hauteur d'1 milliard ce que j'appelle les escales zéro fumée dans les ports. Oui. Vous savez bien que nos ports sont aujourd'hui pollués par la motorisation des bateaux, que ce soit des cargos, des ferries ou des croisiéristes, et qu'il a la nécessité d'électrifier à quai ou de passer au mode hydrogène pour l'évolution qui a lieu. Sinon, donc, on interdit les bateaux, les immenses bateaux de croisière, on les interdit de venir à quai? Interdire dans un port industriel des bateaux de rentrer et de sortir me paraît quand même un peu incroyable. Hein. Oui. Et de surcroît, quand vous avez, je vous donne un exemple simple, nous avons investi 30 millions d'euros entre Marseille, Toulon et Nice sur des escales zéro fumée. Les ferries qui font Marseille et la Corse, ils polluent de la même manière, on va les interdire et on ne va plus aller circuler pour aller faire la liaison entre le continent et la Corse. Pourtant, ils polluent ces bateaux. Et si on ne met pas à quai des branchements électriques, à ce moment-là, que fait-on? On ne va pas interdire la navigation en mer qui a fabriqué la richesse
de notre région, de notre ville et de notre bassin méditerranéen. Ouais. Donc il faut s'adapter. Il y avait les rames et les voiles, on est passé au charbon, on est passé au fioul. Maintenant, on va passer à l'électrique. Et pour ça, il faut accélérer et se doter de moyens techniques qui nous permettent de brancher les bateaux à pied. J'ai encore 2 questions. Vous êtes médecin, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? Non, moi je suis pas favorable. Hein. Je pense que à partir du moment où vous êtes soignant, vous ne pouvez pas. Vous devez d'abord vous protéger vous, et puis vous ne pouvez pas transmettre à ceux que vous soignez. Donc à partir du moment où vous êtes soignant, il y a des organisations médicales pour faire en sorte que vous devez être vacciné sur toutes sortes de pathologies, contre toutes sortes de pathologies, pour d'une part ne pas en être victime et d'autre part ne pas les transmettre. Et donc, il faut vous vacciner, il faut que les soignants soient vaccinés pour ne pas transmettre les pathologies aux personnes fragiles qu'ils soient. Ça me paraît du bon sens. Et puis j'ai une dernière question un peu clin d'œil. Vous avez quitté LR en 2021 maintenant. Si vous étiez encore à LR, vous voteriez Ciotti, Retailleau ou Pradier? Je dirais que je suis content d'avoir quitté LR. Hein. Comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai appartenu dans cette famille politique et j'étais membre fondateur de LR. Hein. Oui, je sais. Membre fondateur de l'UMP. Moi, je fais partie de cette famille. Vous voulez dire quoi? Que le parti, vous voulez dire que le parti est tombé bien bas? Je veux dire surtout que le parti a pris une ligne. Ça, c'est les hommes. Donc, je vous laisse les jugements, porter ce jugement sur les chefs. Mais c'est sûr que quand on avait des présidents de la République, des premiers ministres ou des ministres, c'est pas tout à fait la même chose que ceux qui sont en compétition aujourd'hui. Mais surtout sur la ligne politique, nos aînés nous ont toujours appris à additionner. Pour eux, ils ne font que se rétracter. Ils seront conduits sur eux-mêmes. À la sortie, ils finissent à 4,5 au présidentiel. Voilà l'histoire. Et puis, il y a tous les grands maires de France. Après, ils avaient leurs élus locaux qui étaient très importants sur le plan territorial, puisque nous avions un grand nombre de maires. Il n'y a plus de grands maires des grandes villes et il n'en reste plus que 5 sur les 48 villes de plus de 40 000 habitants. Donc, tout ça montre bien que la stratégie adoptée par LR n'est pas la bonne. Merci Renaud Muselier, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Il est 10h42, le président de la région Sud, vous réagissez à ce qui vient d'être dit, 0826 300 300, vous réagissez sur tous les sujets d'actualité, c'est comme ça que ça se passe le matin, entre 10h30 et midi et demi. J'aime d'ailleurs, je vous attends, hein. Nous allons aborder un autre sujet dans un instant. 20% des étudiants, infirmiers et infirmières abandonnent leurs études, en cours d'études. Mais pourquoi? On va en parler avec le président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers qui est avec nous. Et vos témoignages sont attendus, 0826 300 300, sur les sujets que nous venons d'évoquer avec Renaud Muselier, sur les infirmiers et infirmières, mais aussi sur les midterms aux États-Unis, sur la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que vous la regarderez? Nous aurons ce soir la liste de Didier Deschamps. Vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien de l'actualité. On vit ici, tous ensemble, on vit l'actualité. Il est 10h43. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47, nous allons parler des infirmiers et infirmières, infirmières qui font ce métier qui est tellement utile. Avec nous, le président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, infirmier lui-même en hémodialyse à l'APHM, les hôpitaux de Marseille, Patrick Chambordon. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Nous écoutons Clémence. Clémence qui est à Strasbourg. Bonjour Clémence. Bonjour. Vous êtes étudiante en 2e année. Oui. Pour être infirmière. Et je le disais tout à l'heure en introduction, 20% des étudiants, infirmiers ou infirmières, abandonnent leurs études en cours d'études. Mais pourquoi, Clémence? Vous sentez un ras-le-bol général? Oui, totalement. Qu'est-ce qui se passe? Les conditions de formation ne sont pas optimales et les conditions en stage ne sont pas non plus. Oui. Et donc ça peut répondre en partie à l'abandon des personnes. Que se passe-t-il en stage? Il y a un gros manque d'encadrement. Oui. Et on n'est pas forcément dans des conditions optimales. Oui. Puisque si on n'est pas encadré correctement, il y a plein de moments où on est en totale liberté sur des soins qu'on ne connaît pas forcément. Oui. Ou alors tout simplement quand il y a un gros manque de personnel, c'est pas grave, il y a les étudiants. Pour toutes les fois où on a dû faire fonction AS
au lieu d'être juste étudiant infirmier. Voilà, Et fonction c'est pas AS, ça veut dire fonction aide-soignante. Hein. Oui, pardon. Voilà, ben oui, c'est-à-dire que vous vous retrouvez par exemple en EHPAD ou en gériatrie et on vous fait faire le travail, vous êtes là l'étudiante finalement qui fait tout quoi. Bah oui, c'est un peu ça, c'est avec le manque de personnel, oui, on est là, on a un peu la main d'œuvre facile si je peux dire ça comme ça. Ouais. Et on est là pour dépanner et c'est pas forcément optimal. Après, le problème vient pas du lieu de stage en lui-même, ça peut être super intéressant d'être en gériatrie ou en EHPAD. Mais c'est vraiment le manque de personnel et le manque d'encadrement qui pose problème. Bah bien sûr, bien sûr. Et puis il y a aussi une forme de précarité de beaucoup d'étudiants hein, qui vivent dans la précarité. Clairement, oui. La bourse, il y a pour les étudiants boursiers, elle est versée à la fin du mois, si elle est versée à temps. Et au niveau de nos indemnités de stage, elles sont versées pareil. Très en retard sur la date de notre fin de stage. Puis, pour être honnête, elles sont loin d'être très élevées et à la hauteur du travail qu'on fournit en stage. Voilà, je suis content d'évoquer ce quotidien, le quotidien d'une étudiante. Vous n'abandonnerez pas, vous, Clémence? Non, c'est pas au programme. C'est pas au programme parce que vous aimez. Oui. Vous avez appris à aimer le métier que vous avez choisi. Oui. Heureusement, si on n'a pas ça, c'est vraiment compliqué. C'est la passion. Merci Clémence. Merci. Merci à vous. Et je vous souhaite tout le succès qu'il faut dans vos études. Bon, Pascal Chambourdon, je me tourne vers vous. Clémence a résumé la situation, non ? Elle a jeté un regard très cru sur ce qui se passe actuellement à l'hôpital, effectivement. On sait qu'il y a du bashing sur l'hôpital, hein. Il y a une réalité autour de ça. Moi, je pense que les équipes infirmières font beaucoup dans les services pour maintenir l'hôpital à flot, pour permettre justement de prendre en charge les patients en toute sécurité, toute qualité, et que les habitudes, peut-être ce qui s'est passé pendant la Covid, où on a pris des étudiants et on les a fait bosser parce qu'on a eu un besoin absolument nécessaire de personnel, de main-d'œuvre supplémentaire, ces habitudes, il faut les briser, il faut revenir sur un fonctionnement normal où les étudiants étudient. 20% d'étudiants infirmiers ou infirmières qui abandonnent, c'est énorme, hein, qui abandonnent leurs études. C'est assez colossal, mais moi je connais pas la réalité des chiffres, puisqu'on est après, nous on inscrit les étudiants une fois qu'ils sont diplômés, mais la réalité c'est que l'adresse fixe un cap à 1 million d'infirmiers en 2040 avec le vieillissement de la population, et donc on a besoin de ces étudiants qui tiennent bon et qu'on fasse en sorte que justement ils soient accompagnés et qu'ils maintiennent leur cap dans la profession. Alors pour les accompagner, évidemment, il faut que les bourses soient versées en temps et en heure. Ça me paraît la moindre des choses. Franchement, la moindre des choses. Hein. C'est vrai. Alors là-dessus, il y a eu Jean Castex avant de partir qui a mis des moyens justement pour permettre la compensation totale. Et vous avez Renaud Muselier tout à l'heure, c'est la décentralisation vers les régions pour les formations d'étudiants et infirmiers. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait en mars dernier, avant les élections présidentielles. Donc je pense que c'est une question de normalisation et j'espère. Mais je vais remettre une pièce là-dessus pour que. Allez-y, mettez la pression un peu. Et puis c'est vrai que lors du premier stage, le jeune infirmier ou la jeune infirmière se retrouve parfois en EHPAD, en gériatrie ou ailleurs, et finalement n'est plus étudiant ou étudiante, quoi. Il sert à tout, quoi. Il est parachuté. Il est parachuté et il devient aide-soignant ou aide-soignante. C'est pas catastrophique d'être aide-soignant ou aide-soignante, mais il n'apprend pas vraiment son métier d'infirmier ou d'infirmière. Est-ce que d'être au pied du mur comme le maçon, est-ce que d'être vraiment les mains dans la... Est-ce que c'est pas aussi une épreuve de la réalité qui permet de faire... Moi, la première fois que je suis passé sur votre micro, je savais pas ce que j'allais dire. Oui, c'est vrai. Je me souviens. Mais donc, ça allait. Une fois, il y a quelque chose qui relève d'une crainte. Et c'est vrai que là, il y a un besoin d'accompagnement, je pense, des étudiants, justement pour leur permettre, par les professionnels qui sont là... Il faut valoriser la première expérience. Il faut la valoriser, et puis je pense que peut-être que d'essayer de permettre à l'étudiant de partager le choix dans lequel le stage il va se retrouver peut être aussi un facteur de dire, parce qu'on a des infirmiers qui vont vouloir faire à tout prix de la réanimation ou des urgences, des métiers éminemment techniques, et d'autres qui vont peut-être aller vers la psychiatrie ou la gériatrie, où les soins sont techniques, sont un peu différents, c'est du relationnel, mais ça participe à la prise en charge du patient. Est-ce qu'il faut supprimer le concours d'entrée ? Dans les faits, c'est déjà fait.
Dans les faits, oui. Dans les faits, on y est déjà. On est sur Parcoursup. Moi, je vais vous poser une question. Allez-y. 85% de femmes dans la profession infirmière. Donc ça veut dire qu'on a autant de gens qui se présentent. Finalement, d'avoir un concours qui permet nationalement. D'abord, on s'adresse à des jeunes, puisque la population sont des jeunes. Donc des jeunes, plutôt des femmes, et qui permettent finalement d'être anonymes derrière un dossier et qui permet de se présenter sur toute la France. Est-ce que c'est pas un facteur d'émancipation aussi ? Vous êtes favorable au maintien de ce concours ? Non, de Parcoursup. De Parcoursup, oui. Moi, je pense que c'est d'abord, il y a une question technique. Le concours, donc, on l'oublie, quoi. C'est pas qu'on l'oublie, c'est qu'il faut arriver à peut-être panacher les choses, mais il y a une réalité. Il y a 100 000 personnes, chaque année, 100 000 étudiants qui veulent devenir infirmiers. Comment on fait pour organiser 100 000 entretiens ? Oui. Et est-ce que, quand vous recrutez Joseph, par exemple, est-ce que vous n'êtes pas déjà perdu ou trompé sur le recrutement de votre collaborateur ? Mais bien sûr, pas avec Joseph, mais avec d'autres. Pas avec Joseph, parce qu'il est encore là. Oui, mais la réalité, c'est ça quand même. Oui, la réalité, c'est ça. Mais vous dites Parcoursup, c'est une chance alors. Je dis que Parcoursup, ça permet d'attirer des jeunes au profils différents. Des profils différents, des profils variés. Ça permet à des femmes de s'émanciper, de sortir de leur carcan familial, de choisir leur mec, de partir avec leur mec. Mais aussi. Comment faire pour attirer de plus en plus d'étudiants infirmiers ou infirmières ? Pour les attirer, je pense qu'il faut, ce qu'a dit Clément, c'est criant de vérité. Je pense qu'il faut que quand les étudiants arrivent en service, il faut qu'ils soient accueillis. J'ai eu une discussion hier avec Rémi Salomon, le président des présidents de CME des G de CHU. Il me dit, moi, je m'astreins à recevoir les étudiants. Le chef de service qui reçoit les étudiants infirmiers. Bien sûr. Mais ça paraît logique, non ? Mais c'est pas fait partout. Encore une fois, il le dit. Il dit, moi, je m'astreins à le faire. C'est pareil pour les infirmiers. On doit accueillir nos futurs parce que c'est le futur de la profession, c'est notre relève. Donc il faut qu'on ait les moyens aussi de le faire. Il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un de dédié là-dessus, qui est une tuteur qui accompagne les gens. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses à mettre en place. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et l'hôpital est en tension actuellement. Et il faut qu'on dégage des moyens, qu'on permette justement de favoriser l'accueil de ces professionnels, de ces futurs professionnels, et de les accueillir au mieux. Alors j'ai une dernière question. Vous êtes infirmier vous-même. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés ? C'est une vaste question, c'est un vaste débat. Mais ça demande une réponse. Mais je vais répondre sans embâche là-dessus, parce que je pense qu'il y a une réalité. L'ordre infirmier a fait des entretiens avec tous les infirmiers qui ont été suspendus. Nous, à ce jour, on a 1050 infirmiers qui n'ont pas souhaité se vacciner. Sur combien ? On est 630 000. 1050 sur 630 000, oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça qui va permettre finalement de remettre l'hôpital à flot ? Je ne pense pas. Ce sont des gens qui sont allés contre une obligation réglementaire pour l'ensemble des 650 000 infirmiers. Donc, encore une fois, les autres, finalement, ne se retrouvent pas pénalisés, mais ont suivi la règle. Et la règle, elle n'est pas pour les infirmiers, la règle, elle est pour les patients, pour leur prise en charge, pour ne pas les contaminer, pour respecter, finalement, le patient et pas lui transmettre une pathologie qui pourrait lui être fatale. Donc, encore une fois, vu le nombre de personnes qui ont fait ça, et nous, on les a entretenus avec ces infirmiers. Alors, je vous repose la question, parce que vous ne m'avez pas vraiment répondu. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés ? J'ai dit que non. Non. Et je l'ai clairement dit, et ça a été salué par le dernier rapport de Jean-François Delfrécy avant qu'il quitte le conseil scientifique. Il a dit qu'on avait fait le taf. On a reçu tous les infirmiers. Et les 1000 qui n'ont pas voulu reprendre, ils avaient déjà dans leur tête un autre projet professionnel. D'accord. Donc c'est ça la réalité aussi. C'est que je ne sais pas si, même si on améliore les conditions financières, même si on améliore les conditions de travail, ces gens-là n'étaient pas déjà partis de la profession après le Covid, et vous ne vivez pas ça comme quelque chose qui était intolérable pour eux. Merci Patrick Chambourdon. Merci d'être venu nous voir en direct sur Sud Radio. Que des Marseillais aujourd'hui, Renaud et moi. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il est 10h58, vous êtes sur Sud Radio.